I don't know where those years were, and I don't feel physically or mentally at 40. When I was 20 or something, I normally used to look at the people at 40 or my parents or something, and they were like, okay, they are old, you know, but now I don't feel that. So, salut à tous. yeah, it's the way it is. Les EL1 donc vont commencer dans un petit quart d'heure. Donc j'ai bricolé un peu sur mon ordi, je vous mets l'image plus tard. Je vous laisse l'audio pour l'instant évidemment. Et après l'anniversaire de Fernando Alonso hier, un petit salut amical à Jean-Louis Moncé, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, Franck Montagny. On se dirige dans la voie des stands en direction des garages des écuries de pointe pour revenir bien sûr sur l'événement marquant du Grand Prix de Silverstone. Franck, l'accrochage entre Verstappen et Hamilton, et on va revenir dessus avec des images inédites en caméra 360 degrés qui a d'ailleurs fonctionné sur la voiture de Verstappen jusqu'au choc et les 51 G encaissés par le pilote néerlandais. Franck. Ouais, c'est assez impressionnant, ces images sont toujours un petit peu dramatiques quand on les voit comme ça, mais ça reste du sport automobile, ça reste des bagarres sur la piste, sinon ce serait un petit train-train et on s'ennuierait tous. Arrêtez de parler de ce crash, il y en a marre. C'est important de revoir ces images pour voir la dureté du choc. Après, ça reste que du sport auto. Alors Verstappen était sorti de l'hôpital à 22h le dimanche et Red Bull a encore demandé une sanction alourdie hier pour Hamilton qui n'avait eu que 10 secondes de pénalité et il a été débouté. Alors hier, changement d'ambiance un petit peu dans le sens toujours une écurie Red Bull agressive, Verstappen toujours en colère, Hamilton qui voulait plutôt apaiser les choses et même pas vraiment parler de cet accrochage. Donc on vous propose de réécouter les déclarations d'Hamilton en conférence de presse à l'arrivée à Silverstone quand il accuse le comportement en piste de Max Verstappen. Rarely an incident that's 100% someone's fault. It's always a mixture. You know, Max is probably one of the most aggressive drivers here. Just from my personal opinion, he does a great job, of course. But I think we have to really try and find the best balance. We always pour ceux qui viennent d'arriver, je mets l'image à 11h30 quand ça commence. Je bricole sur mon PC avant. J'ai dit de le mettre sur mes autres chaînes. Des combats en piste cette saison parce qu'on sait Franck que c'est un duel entre les deux hommes et intéressant, on va revoir d'autres images de Silverstone, c'est que Hamilton pour la victoire, il a déplacé Leclerc dans le même virage qu'il avait déplacé Verstappen. Il reparle du crash de Silverstone. Des images qu'on a vues et revues quoi. Mais c'est un virage vraiment, on peut doubler, c'est un virage où souvent on surprend les autres pilotes. Là ça s'est mal passé, n'oubliez pas que ces deux pilotes jouent le championnat du monde, ces deux pilotes sont ultra talentueux, donc forcément de temps en temps il y aura des grands accrochages. Il y a eu des accrochages entre Prost et Senna, il y aura toujours des accrochages entre deux pilotes qui se battent pour le titre de champion du monde et qui sont quasiment à armes égales. C'est comme ça, c'est le sport auto quoi. Mais ce sont ces images de célébration à l'écurie Mercedes qui ont vraiment choqué Max Verstappen. Il a parlé de l'attitude irrespectueuse parce qu'à ce moment-là, ces images de joie, Verstappen est encore à l'hôpital. Est-ce qu'on a dépassé la bataille en piste? On est aussi dans une bataille des mots, une bataille psychologique. Oui, c'est toujours un petit peu ça. Vous savez, vous avez essayé à chaque fois, alors que ce soit bien ou mal, vous avez essayé à chaque fois de trouver une opportunité pour prendre le dessus sur votre adversaire, pour le déstabiliser mentalement, pour le déstabiliser physiquement. C'est toujours un petit peu comme ça. Tout est critiquable et tout est pardonnable. À un moment donné, je crois qu'il faut tourner la page. Max Verstappen n'est pas exemple non plus de tout civisme. Rappelez-vous avec Esteban Ocon au Brésil lorsqu'il lui met une droite. C'est pas terrible non plus sur la télévision. Je pense pas qu'il aurait osé faire ça à Hamilton. Là, Ocon c'est une brindille à côté d'Hamilton. Enfin, même s'il est plus grand Ocon qu'Hamilton, je pense, mais il est moins, il est plus close quoi. You know, you come together with your main rival, and then that team celebrates it like it's a world championship win. So, I still stand by those words, and also doesn't matter if you get informed or not informed. You don't do that. I would, if it would be the other way around, people could come up to me and tell me I'm an asshole. Si ça avait été l'inverse, les gens m'auraient traité de trou du cul. Il a dit en gros, si moi j'avais fêté ma victoire alors que Hamilton était à l'hôpital. Arrête de t'utiliser un peu, Max. C'est pas forcément le cas, il t'aurait pas traité de trou du cul. D'ailleurs, il y a des gens qui traitent de trou du cul Hamilton, les anti-Hamilton par exemple. Donc voilà, il y en a assez sur ma chaîne TBF1 d'ailleurs. Révision de la pénalité d'Hamilton demandée par Red Bull,
qui voulait apporter des preuves supplémentaires pour que Hamilton soit un peu plus pénalisé, voire qu'il y ait des places sur la grille ce week-end. Franck, on est justement devant la voiture du Britannique avec sur un circuit plus tortueux, beaucoup plus d'appui aérodynamique que la semaine dernière forcément. Exactement, c'est la grosse différence entre ce circuit et l'ancien circuit. Salut Arnaud. Venir avec un aileron arrière très chargé, on a remis les titrets. Vous voyez qu'il y a des petites équipes. Il est épais comme une sur le titret, c'est assez il est épais particulier. comme un fil de frein. Le côté gauche est beaucoup plus relevé que le côté droit. Alors Max Ça, Victim Stappen, Hamilton, Messi, les GOAT, d'accord. L'aileron avant également très braqué. On va se servir de la puissance moteur. On est sur un circuit ici, on appelle le tourniquet un petit peu. Donc c'est très serré, beaucoup de virages serrés, très peu de virages rapides. On est aux antipodes de ce qu'on a vu à Silverstone. En tout cas, ce duel Hamilton-Verstappen va continuer à nous passionner et on va aller voir justement Julien Fébreux, Jacques Villeneuve. Vous allez bien sûr. Moi, j'attends que ça, un clash physique Jacques, entre les deux. D'abord vous demander comme au catch. Votre avis sur les conséquences de cet accrochage entre Verstappen et Hamilton, puisque vous n'aviez pas commenté le dernier Grand Prix, c'était Franck qui était à votre place. Donc comment vous voyez la suite de ce duel, Jacques? Pas commenté, mais bien regarder la suite du duel. Je pense qu'il y aura un peu. Ah oui, Jacques, il était pas là, c'est vrai, entre les deux pilotes. Clairement, Verstappen est fâché, a l'impression qu'il en doit une à Lewis Hamilton, mais c'est le genre de jeu auquel il ne faut pas jouer. Là, il y a eu une erreur, une grosse erreur de pilotage de la part de Hamilton. Il a eu sa pénalité, mais heureusement pour lui, il y a eu le drapeau rouge qui l'a aidé, comme souvent c'est le cas, et il n'a pas abîmé sa voiture, donc il a aussi joué de beaucoup. Alors pour Hamilton, grosse erreur de pilotage. Pour Villeneuve, grosse erreur de pilotage Hamilton du coup. Bon. Julien, son point de vue de Red Bull qui a demandé l'augmentation de la pénalité d'Hamilton, c'est quand même assez agressif et la relation se tend également entre les écuries. Oui, mais là on est dans la partie show business de ce sport. Ça a commencé, vous l'avez vu, dès l'accident où à tour de rôle les uns et les autres sont montés chez les commissaires et que je te passe un coup de fil et que je t'ai envoyé un mail. Est-ce que tu as bien reçu mon pigeon voyageur? Bon bah ça n'a pas arrêté. En fait le show a continué en dehors de la piste. Ça a contribué à faire monter la tension et c'est vrai que dans leur manière d'amener soi-disant de nouveaux éléments, alors que ce sont des éléments qu'ils ont créés chez Red Bull, ils ont entretenu ce sport spectacle et ce côté show business. Ça fait partie malheureusement, alors qu'on a vécu une action lourde qui aurait pu être grave en conséquence, bah, ça fait partie, une fois qu'on sait que tout le monde va bien, de la bataille qui commence psychologique entre les uns et les autres. Et ça a plutôt bien fonctionné puisqu'on est encore en train de voir. Message en attendant. Tout le monde en parle dans le Montagny est 100 fois mieux. Alors je préfère aussi Montagny aux commentaires parce que Villeneuve, il est moins énergique, je trouve aussi. Les plus grands combats de l'histoire de la il est un peu plus mou, puis il en balance des pics des fois. Bon, ça c'est pas très grave encore. Je préfère aussi Montagny. None of them want to show a weakness, none of them want to back out. I was surprised it took so long for them to have a little coming together, you know, but it's inevitable, you know, that two guys fighting for the championship is gonna get very close, but I think from that day the most important thing that was that we have Max with us and that Max is able to race this Sunday. Racing should be as hard and as fair as possible, and I don't like seeing anyone crashing and having a 51G impact. I don't think the show needs a crash to all of a sudden all go like, oh, there's crashes now in Formula 1, finally good fun. I think it's wrong to see it that way. Ils se battent à rien à chaque fois et je pense qu'après le premier tour, s'il y en a un qui passe, ils gagnent la course. Donc tout simplement, ils ont énormément à jouer sur tous ces points-là. S'il y en a un qui finit devant l'autre, bah, ça peut créer un gap. Ça arrivera encore, je pense. Et ça peut créer des opportunités pour nous, donc c'est comme ça que je le vois. Et oui, ça fait des places à prendre. Qui espère bien profiter d'éventuelles opportunités s'il y a encore des incidents. C'est Pierre Gasly. Franck, on arrive à la mi-saison, le bilan est très positif. Néanmoins, sur les 3 dernières courses, seulement 2 points marqués. Parce que 2 fois, il y a eu des crevaisons. Hein. C'était percuté par Leclerc au départ en Styrie. Et puis à 2 tours de la fin, alors qu'il était 9e à Silverstone, il a vraiment envie de réagir, le pilote français. Ouais, il réagit bien, il fait des belles choses. C'est vrai que le bilan comptable, il n'est pas super. On pourrait attendre beaucoup mieux parce qu'il a fait une début de saison absolument magnifique. Alors qu'il rentre dans le stand, Pierre Gasly, il va voir son ingénieur, je suppose, Pierre Ramelin, pour pouvoir discuter des dernières faire Francky et Julien. De toute façon, Jaco est un anti-Hamilton. Et grand esprit se rencontre. Je sais pas s'il est vraiment anti-Hamilton. À partir du moment où on a une voiture qui est confortable, c'est facile à conduire et on a la possibilité à chaque fois. En art, il a la même somme que Courtois. C'est une très bonne chose. On espère que ça va très bien se passer ici avant la trêve.
Oui, c'est surtout Marco qui doit avoir le somme là. Je pense que Marco, il n'a pas dû dormir de la nuit. Pour le pilote français dans cet exercice qu'il maîtrise tout particulièrement. Hier, une des bonnes nouvelles pour Gasly et AlphaTauri. Horner aussi, ouais, parce qu'il doit être énervé, mais Marco, lui, c'est pire. Il était censé nous disait on va ramener des preuves incroyables et tout, il va être pénalisé et tout. C'est vrai qu'on était en difficulté, il y a pas mal de choses qui ont changé. Le format était différent, on a une nouvelle construction de pneus. Donc en analysant un petit peu plus, on voit que ça a un impact quand même important sur notre voiture. Et bon, à Silverstone, ça n'a pas été bon, donc on va essayer de corriger ça ce week-end et de voir si on arrive à mieux optimiser les pneus et avec la voiture et le comportement de voiture qu'on a ce week-end. Mais je suis assez confiant et positif sur le fait qu'on devrait retrouver un peu plus de performance. Alors, des pilotes sont encore côté paddock devant le garage Ferrari de Charles Leclerc. Franck, le monégasque est prêt, casqué, les bras croisés. Ses mécaniciens sont en train de faire les derniers ajustements. Ces mécaniciens sont en train de fixer le baquet à l'intérieur de la voiture. C'est une des dernières choses qu'on met à l'intérieur parce qu'il y a la courte qui passe derrière, parce qu'il y a des ceintures qu'on va pré-régler, réattacher. Bref, c'est un petit moment. Et puis c'est important surtout que le baquet soit ultra bien fixé, ultra bien positionné dans la voiture. Alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas de place à l'erreur. Il y a des spots et des endroits exacts où positionner. Et puis le pilote pourra prendre place à l'intérieur de la voiture. Mais il y a dû avoir un petit problème d'ajustement parce que là c'est très tard pour monter là. Allez, on va laisser les mécaniciens Ferrari terminer leur préparation et on va se diriger vers le garage de Sébastien Vettel chez Aston Martin. C'est 2 garages plus loin, il y a juste Alpine entre la Scuderia et Aston Martin un petit peu plus loin parce qu'une nouvelle fois, Sébastien Vettel a montré la force de ses engagements. Ces images que vous avez peut-être vues dimanche soir à Silverstone, il est lui-même allé en tribune faire le ménage. Franck, on sait qu'il est très engagé pour la lutte contre les plastiques et la Verstappen qui pleure alors qu'il a célébré et deux à Bahreïn après le crash comme s'il avait égalé les pour Lewis. marquer son soutien envers la communauté LGBT, puisqu'il y a une loi qui a été votée le Phoenix aux gens sortait des flammes. La promotion des homosexuels. Et c'est très bien qu'il y ait des pilotes comme ça. Alors, pas anti mais le tag d'équipe, ouais, faire de lance de toutes ces actions un peu pour la planète, un peu pour les hommes. Ça c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui on a également Sébastien Vettel qui fait ça un peu plus discrètement, mais c'est une très bonne chose. On peut juste marquer que la F1 se dit toujours très enclin à faire ces choses-là, et c'est toujours porté par les pilotes et non pas par la Formule 1. Sébastien Vettel qui est en fond du garage justement, qui va mettre son casque, et là aussi un arc-en-ciel à l'arrière de son casque pour marquer son positionnement ici en Hongrie. Voici les explications du pilote allemand. Right, I think I cannot understand some of the decisions people take and some of the topics that we are still discussing, you know. Rights for homosexual people should not be something that we have to talk about. It should just be a natural and just be a given, you know. Live and let live. Let people do what they like. Let people love who they who they like and who they love. So I don't understand how we can have these type of problems and arguments still floating around in the times that we live in. Nous avons quitté la voie des stands, nous voici dans le paddock à 5 minutes du début de cette première séance. Julien et Jacques, on va vous passer la parole, et quelque chose à surveiller dans cette séance, c'est finalement le moteur de Max Verstappen. Juste un petit mot. Et oui, ça va être important le moteur. Qui a subi 51 jets de décélération lors du choc à Silverstone. Ouais, il y a eu beaucoup de travail chez Aston Martin, je sais pas chez Red Bull, pardon, mais je suis sûr que Julien vous en parlait plus longuement pendant la séance. Mais le moteur a subi normalement des dégâts parce que le moteur a pris lui aussi 51 jets, ça c'est compromettant, donc ça veut dire qu'il est reparti au Japon. On a refait toutes les mesures, on a regardé tout ce qui était spécifique au moteur pour voir si tout était bien en place. Alors sur le papier tout est en place. Ce matin on va le mettre dans la voiture, on va voir vraiment ce qui se passe. Si tout va bien, c'est cool. Sinon ça sera un problème pour la suite parce qu'il faudra changer ce moteur là et forcément taper dans le quota moteur. C'est un enjeu important pour cette séance, Julien et Jacques. Oui, enjeu très important, Laurent, Franck, comme vous l'avez précisé, ce moteur a forcément subi certaines chocs, certaines décélérations. Les pièces ne font pas tous le même poids, ne sont pas tous dans les mêmes matériaux. Il est retourné au Japon, comme l'a dit Franck, à Sakura, ce moteur. Ils sont assez confiants, relativement confiants, mais la seule vérité, elle ne peut venir que du ciel. Et ils n'ont rien touché au moteur, donc Alors, il est resté sous scellé. Non mais vous rigolez, Jacques, vous rigolez. Mais non. On a déjà vu des scellés
Décelé, tombé, décelé, recellé. Recellé. En tout cas, il a été, on va croire, les instances dirigeantes, alors qu'on revoit les grands moments, les grandes actions qui ont eu lieu sur ce circuit du Hungaroring ces dernières années, que l'on découvre les choix pneumatiques de Pirelli. Ils sont au milieu de la gamme, C2, C3, C4 pour la dureté des pneumatiques. Pour en revenir à ce moteur, effectivement, il y a des scellés FIA posés sur les moteurs. Il y a ce qu'on appelle des accessoires périphériques au moteur, les échappements et d'autres pièces encore, qui eux peuvent être remplacés, verrouillés. Allez, je finis mes trucs et je vais vous mettre l'image avec la et analysés, pardon, auscultés. Dans quelques instants. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a des fois, dans certaines conceptions de moteurs, des pièces difficiles à aller observer. Salut Fefe Gamer, je vais mettre Canal chez moi, mais je voulais quand même passer sur ton live. D'ailleurs, tu live ce soir? Oui, sur Gran Turismo, oui, je ferai quelques courses toutes encore. ces pièces, des soupapes vers également. 18h. Et donc, eh bien, il faut réussir, dans la limite du règlement, à effectuer ces mesures en ne faisant pas sauter les scellés. Et parfois, quand certains scellés saute, il faut apporter les preuves à la FIA que ce n'est pas parce qu'on a cassé le scellé qu'on a forcément modifié, changé, remplacé. Donc envoyer des vidéos depuis le Japon. Oui, exactement. C'est un peu comme une opération chirurgicale. Hein. Oui. On peut filmer en temps réel une auscultation. Même avec toutes ces mesures, où tout semble correct, une fois en piste, de toute façon ils le verront rapidement parce que les dégâts peuvent être microscopiques, mais avec une influence énorme. Et la piste, les vibrations. Moi je pense qu'il va avoir un problème avec son moteur quand même. Ça me paraît gros qu'il s'en sorte là. Le flux d'air reçu par la sans voiture aucun selon souci. qu'elle suit une autre monoplace ou non. Bref, il n'y a que la vérité du circuit qui va pouvoir rassurer ou non Red Bull et Honda. Et puis il peut très bien tenir en FP1 ce moteur et puis d'un seul coup montrer un signe de faiblesse. Est-ce qu'on casser au premier tour de course ou casser au premier tour de qualif au lieu du dernier tour des essais libres. Mais bon, c'est dommage avec cette réglementation de limite de quantité de moteur, de devoir taper dans le quota moteur à cause d'un accident causé par son rival au championnat. 3 moteurs utilisables avant pénalité. La plupart des pilotes, à l'exception de Sébastien Vettel qui lui en a déjà utilisé 3, comme Esteban Ocon également et comme George Russell, à l'exception de ces 3 pilotes, eh bien tous les autres, Max Verstappen compris, sont à l'heure. Les pneus, je sais pas, je pense qu'ils vont tenir. Oui, surtout que le Red Bull avec Honda avait bien joué, ils avaient fait un grand prix de plus que Mercedes, donc ils avaient un grand prix d'avance sur l'usure de leur moteur. Allez. La question se poserait si ce deuxième moteur de la saison, celui qui a tapé à Silverstone, ne pouvait pas être utilisé après cette séance par exemple, eh bien d'essayer de rajouter du kilométrage sur le premier moteur utilisé depuis le Grand Prix inaugural de cette saison 2021 à Bahreïn et d'essayer un peu plus tard de pousser sur le moteur numéro 3. Vous apercevez ici Nick De Vries, c'est un des pilotes réservistes de l'écurie Mercedes dont le nom circule parmi une longue liste d'autres pilotes comme un potentiel remplaçant de George Russell chez Williams. George Russell dont on attend l'annonce du remplacement chez Mercedes de Valtteri Bottas, mais cette annonce n'aura pas lieu ce week-end. Il y a encore des discussions en cours, mais j'ai de l'avance formelles. Silverstone, Toto Wolff était très content du travail de son pilote. Il en a parlé en temps. Alors est-ce que c'est pour le valoriser pour notre écurie? Probablement. Pour le valoriser à l'interne de Mercedes, pour faire passer la pilule en le gardant, faire passer la pilule aux autres investisseurs de l'écurie. En tout cas, alors que la séance d'essai débute ici au Hungaroring, la volonté de Toto Wolff est d'aider, quelle que soit la décision, enfin si elle est négative pour Bottas chez Mercedes, c'est de l'aider à trouver un poste ailleurs en Nicoco, oui, non, c'est par rapport à ces chats qui allaient y jouer sur Ryan Singh, et puis ces chats étaient près de son pédalier. Il a passé à son autre groupe de management, mais il a dit faut pas qu'il se mette sur le pédalier, sinon je vais en faire des crêpes, je vais les appeler Toto et Lewis. Et tente de le protéger autant qu'il ne le peut. Sous management Didier Coton et n'essaie pas de créer du drama. Bottas qui essaiera donc de se repositionner peut-être chez Williams, peut-être chez Alfa Romeo. Avant que cette séance ne débute pleinement, première minute écoulée et première petite procédure de départ pour Valtteri Bottas, on vous retrouve dans le paddock Franck Montagny où il fait un brin chaud peut-être. Non, il va pas faire une donation à Red Bull, tu rigoles ou quoi? Mais ça c'est pas grave. Il va faire un chèque à Christian Horner, vas-y tiens, c'est pour les dégâts. Légèrement changé. C'est vrai que normalement ici on a le moteur. Ça marche pas comme ça. En face on a l'écurie. Alors forcément on tombe pas tout le temps pile poil, malgré le fait que McLaren eux sont tombés pile poil. Mercedes ici, Red Bull ici. Donc en toute logique on devrait retrouver ici à ma gauche Red Bull.
en face de Mercedes. Eh ben, mais ça serait pas illogique que les écuries payent en fonction des dégâts Mais par contre, attention, il faudrait qu'il y ait un expert indépendant qui regarde les dégâts, parce que si c'est Red Bull, ils peuvent dire oh, vas-y, 3 millions, allez, vas-y, balance. Ah non, il faut que ce soit un expert indépendant qui dise la somme, pas que ce soit l'équipe en elle-même. Ça serait trop facile, là, ils peuvent dire n'importe quelle somme. Votre intervention, merci Franck, un départ en caméra embarquée avec Lewis Hamilton et toujours cette position de main gauche au-dessus du volant lorsqu'il s'exécute. Certains sur les réseaux nous posaient la question encore récemment de savoir pourquoi il posait cette main. Eh bien, il l'avait confirmé lui-même, il ne veut pas toucher à d'autres boutons. Il a créé une fondation, je crois, Hamilton, 25 millions. De cette façon qu'à Bakou, il avait réenclenché le petit Magic Button, ce bouton qui renvoie toute la balance de frein soit sur l'arrière soit sur l'avant. Là en l'occurrence c'était sur l'avant. Il avait ensuite fait modifier autour du bouton, fait installer une petite couronne de plastique pour ne plus toucher par inadvertance ce bouton. Mais voilà, la main décalée, la main gauche de Lewis Hamilton au-dessus du volant vient libérer normalement tout risque de toucher à une palette d'embrayage. Moi je pense que Verstappen va vouloir se venger, mais il va le faire moins discrètement. Un petit bouton magique n'a pas eu ouais, je sais pas. Vraiment de la bonne magie, et le tour n'a pas fonctionné. C'était de la magie noire ce jour-là contre Lewis Hamilton. Le jette par la fenêtre. Christian Horner qui, alors c'est le jeu des réseaux sociaux malheureusement, reçoit évidemment son lot de remarques plus ou moins agréables quant aux plaintes maintes et maintes fois manifestées depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne, mais on comprend aussi dans la position de Red Bull et de Max Verstappen la difficulté d'avaler une telle perte d'avance au championnat. Les écarts sont retombés de manière assez magistrale. Je trouve que si l'accident aurait été entre Sainz et Ocon par exemple, il n'aurait jamais eu un tel engouement. Bah oui, c'est sûr. Alors, totalement raison. Très molle. Ah oui. Donc, il freine un peu dans le vide. Pardon Jacques, quand l'ingénieur dit ça devrait aller mieux, c'est à force de travailler sur cette pédale de frein que ça peut-être les pastilles ne sont, c'est peut-être pas des pastilles neuves, donc ils ne sont pas complètement parallèles, et il faut juste qu'elles se reforment légèrement. La voilà, cette monoplace entièrement reconstruite pour Max Verstappen. C'est un nouveau châssis dans lequel est installé le pilote néerlandais. 750 000 €, c'est le prix de cette cellule de survie. Juste la cellule qui entoure le pilote. Ajoutez-y tous les éléments de suspension, d'hydraulique, d'électronique, les ailerons, le capot moteur et bien sûr les éléments mécaniques. Même si c'est le même moteur qu'au dernier week-end, c'est une nouvelle boîte de vitesse. Certains nouveaux éléments, on l'apprendra peut-être par la FIA d'ici quelques minutes. En tout cas, il y a pour un peu plus d'1 million d'euros de dégâts sur cette voiture. Et avec le budget cap, donc la limite de budget, ça fait mal. Ça change 1,5 million sur le budget annuel. Normalement. Et ça, c'est très frustrant. Surtout qu'un accrochage, des accidents, il y en a eu, il va continuer à y en avoir, des erreurs de pilotage. Mais est-ce que ça va rouler? La personne qui occasionne cet accident n'abîme pas sa voiture, réussit quand même à gagner la course, ça devient encore plus frustrant. Et c'est encore plus dur à vivre. Et Max Verstappen avait raison lorsqu'il disait que si c'est lui qui avait causé l'accident, il se serait fait traiter de tous les noms. Et c'est un peu les habitudes que l'on a remarquées, c'est que dès que Verstappen commet une boulette, il vient être critiqué très agressivement, et Lewis Hamilton non, il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Je peux pas complètement vous laisser dire ça, Jacques, parce que Jacques Villeneuve, vous l'avez peut-être suivi, d'ailleurs juste un mot sur l'homme que vous voyez à l'antenne, Jos Verstappen, le papa de Max, qui lui a été évidemment très virulent, qui forcément a défendu les intérêts de son fils en disant que la pénalité aurait dû être la disqualification pour Lewis Hamilton, disant ce n'est plus la peine que Toto Wolff m'appelle avec sa bonne sous-entendu il y a quelques temps de cela, il m'appelait pour essayer d'avoir. Il est pas très rapide Verstappen là. Là, il ne nous a pas appelé dimanche pour non, je pense qu'il laisse. Compose mon numéro de téléphone. Il laisse filer les autres pilotes. Pas de panique. La famille Verstappen, et ça s'ouvre grandement pas là de pour Lewis Hamilton au virage 4. Oui, Lewis Hamilton qui a reçu largement son lot de critiques et malheureusement d'insultes racistes, qui est absolument intolérable. Quelle que soit la vie, quelle que soit la position des uns et des autres quant à cette affaire, qui selon vous a eu tort, a eu raison, le tort partagé ou non, les attaques racistes dont a été victime Lewis Hamilton sont absolument injustifiables et inqualifiables. La F1 a d'ailleurs réagi, et Lewis Hamilton, en arrivant à Budapest, a salué le fait que pour la première fois, dans ce combat contre le racisme, il ne s'était pas senti seul et avait senti le soutien de la communauté F1, des autres pilotes, d'autres personnes, connues ou inconnues, et en cela c'était un point important, disant que si son combat devait aussi
aussi passer par là pour que les gens réalisent que bien oui, il pouvait aussi se faire attaquer pour autre chose que son comportement en piste. On peut critiquer le comportement en piste et on peut aimer ou non. Alors il spin beaucoup, mais ça doit rester dans ses strictes limites. Oui, c'est inadmissible ce genre de commentaire qui n'a rien à voir avec le sport. Bien sûr. Maintenant, par contre, de demander une disqualification, une pénalité plus grande, ça n'a pas lieu non plus parce que ce n'est pas l'effet de l'accrochage qui est jugé, mais l'accrochage lui-même. Après, s'il y a un gros accident derrière... c'est un point très important sur lequel vous appuyez, Jacques. Absolument. C'est toujours, et les gens dans l'émotion de la réaction peuvent ne pas le comprendre, alors que Verstappen a le meilleur temps en piste avec des secteurs alignés 1, 2 et 3, c'est toujours l'accident qui est jugé et non pas les conséquences d'un accident. Ça, faut bien avoir cette règle et cette façon dont les commissaires ont de travailler. Ce n'est que l'action et non pas les conséquences de l'action qui sont jugées dans un accident. Et déjà d'avoir donné 10 secondes au lieu de 5 a été une pénalité plus grande de ce qui s'était déjà fait. Oui. Stroll avec une Ferrari. Une explication entre Carlos Sainz ici et Lance Stroll. Ouais, donc est-ce qu'un pilote avait bloqué l'autre avant? Donc déjà d'avoir donné 10 secondes, c'est une pénalité plus grosse que ce qui a été donné par le passé pour des accrochages similaires. La seule chose qui aurait pu faire basculer la pénalité aurait été une preuve, une décision prise que Lewis Hamilton l'avait fait exprès, intentionnellement et non pas par erreur de pilotage. Clairement, il a eu une grosse erreur de jugement. Il ne voyait plus très clair à ce moment-là. Je pense qu'il était omnibulé par le fait de devoir à tout prix être devant Verstappen dans ce premier tour. Et c'est pour ça que le dépassement contre Leclerc s'est mieux passé. C'est parce que là, il était un peu plus calme. Lewis Hamilton qui a appelé Max Verstappen, on a déjà eu l'occasion d'en parler, qui a appelé Max Verstappen à l'issue du Grand Prix dimanche, expliquant, sans rentrer dans les détails, que évidemment il souhaitait prendre de ses nouvelles et que lui, en tout cas, souhaitait ne pas garder d'aigreur, d'amertume. Excusez-moi si je rigole, c'est normal. Bien sûr, il a gagné. Bien sûr, c'est lui qui a gagné. J'allais y venir. Mais rajoutant, je ne pense pas que Max soit dans le même état d'esprit. On verra en piste. J'ai l'impression, je sais pas, je voudrais avoir votre avis, Jacques Villeneuve, de savoir si vous... qu'est-ce que j'allais dire? Alors que Charles Leclerc ici fait une petite erreur. Si finalement, oui, toute cette tension hors piste va naturellement s'effacer en piste. Est-ce que c'est pas le meilleur endroit où ils peuvent se retrouver pour s'expliquer sans hargne ou sans agressivité? Est-ce que c'est pas en piste que finalement ils seront les meilleurs concurrents? Je vais pas dire les meilleurs amis, c'est pas le but, mais hors dehors de la piste, c'est toujours propice à parler des mots. Oui, il y a plus d'espace en dehors de la piste, voilà. Alors que lorsqu'ils sont dans le baquet, il y a des driving, ils sont en train de piloter, il y a de l'énergie qui est dépensée, mais en même temps, au moment critique, le centième de seconde où il faut prendre une décision, cette décision sera un peu plus agressive maintenant qu'elle ne l'était avant. Allez, on reparle pleinement de sport avec un Lewis Hamilton qui améliore ses secteurs, gomme blanche, gomme dure pour débuter ce week-end au Hungaroring. Ils sont assez peu nombreux à avoir choisi la gomme médium d'entrée de jeu, mais c'est tout de même le cas de Lando Norris, troisième temps pour... C'est deuxième pour Lewis, terrible. Quatrième rang maintenant avec l'amélioration de Carlos Sainz. Norris en gomme médium, comme Schumacher et Mazepin chez Haas, et comme Latifi également, et George Russell qui a passé son train de gomme médium également. Lewis Hamilton qui est en quête, Jacques Villeneuve, d'une 100e victoire en Formule 1. Qui l'aurait cru un jour que quelqu'un pourrait aller viser 100 victoires? Eh bien, après la 99e décrochée à Silverstone il y a 15 jours, la 100e peut-être en vue pour Lewis Hamilton. Écoutez le Britannique. Je n'y ai même pas pensé, à vrai dire. C'est un chiffre fou. Bien sûr, la dernière, atteindre la 99e chez soi, c'est quelque chose. Mais jamais je n'aurais pu penser atteindre un tel chiffre. Mais quand j'y penche, ça me replonge sur ce que j'ai fait. Mais il y a 2000 personnes derrière moi qui poussent, qui font partie de ce seul et même team. Et ça me fait penser à tout le travail qu'ils font et que nous avons accompli tous ensemble.
Une victoire qui sera donc saluée collectivement si elle a de venir, peut-être sur ce circuit. Avantage tout de même techniquement au Red Bull sur ce tracé sinueux. Jacques Villeneuve, on parle ici de l'empattement plus court des Red Bull, c'est cette distance entre les roues avant et roues arrière, donc ça en fait une voiture un peu plus courte, un peu plus agile dans les virages serrés. Oui, qui est capable de changer de direction plus facilement. Pensez à vous abonner si c'est pas le cas évidemment. Et qui surchauffe moins. On fait des lives tout le temps de F1, c'est diffusé. On fait des lives donc des essais et des qualifs et des courses. C'était pratiquement les seuls, donc attention, en plus il fait chaud, il y a très peu de lignes droites, beaucoup de virages. Ça pourrait être compliqué chez Mercedes. Température très élevée, 30 degrés dans l'air et 54 degrés au sol dès cette première séance d'essai libre dans laquelle on retrouve un il va faire très chaud ce week-end. Si l'on en croit ses propres déclarations et celles du management de Red Bull qui ne s'est pas encore positionné officiellement sur la reconduction de ses pilotes en vue de la saison 2022, mais Helmut Marko qui confiait récemment que les 4 pilotes actuellement dans les voitures devraient être les 4 pilotes de l'an prochain sans évoquer le moindre mouvement. La logique voudrait, Verstappen est déjà confirmé pour plusieurs années, mais la logique voudrait qu'il soit toujours associé, le néerlandais, à Sergio Pérez l'an prochain, qui dit ne pas chercher de baquet ailleurs et faire confiance à Red Bull. C'est la meilleure équipe possible pour lui. C'est une saison en demi-teint pour Pérez. Il a une victoire, certes, quelques bonnes qualifications, mais aussi parfois des week-ends où vraiment ça ne fonctionne pas, où il est assez loin de son coéquipier, aussi loin que l'étaient les autres coéquipiers de Verstappen. La différence, c'est que maintenant, c'est une voiture... Oh, c'était large là pour la Ferrari. C'est la meilleure voiture du plateau, et donc même en étant loin de Verstappen, ça lui permet de rouler devant. Donc il est là la bonne année. Et il remplit son rôle, notamment en se sacrifiant le week-end de Silverstone pour empêcher une Mercedes de prendre le point du meilleur tour en course. Il s'est arrêté en fin de Grand Prix. Alors, il en plus son rôle, non, c'est vraiment une serpillière, Pérez. Que depuis sa 16e place à l'arrivée, ils prennent le meilleur tour et du coup, hors des 10, eh bien, ce point n'a pas été attribué. Voilà aussi ce que l'on attendait d'un Sergio Pérez le week-end dernier. Verstappen avec le meilleur temps et un record de deuxième. Le mec il était prêt à marquer 4 points minimum, voire 6 peut-être. On lui prive de ses points pour priver d'un point Hamilton. Et lui-même ne pas marquer de points pour l'équipe. Là c'est fort quand même. Même si toutes les vérifications ont donc conduit à la décision. Alors on dit que Mercedes traîne dans la boue Bottas, mais là Pérez, le pauvre, il était bien traîné dans la boue aussi. Vous savez, souvent les moteurs avant d'exploser sont à leur meilleur moment de vie. C'est là où lorsqu'il y a le pic et soudain on a l'impression là le moteur il est top. Mais bon, c'est comme ça. On verra si les tours seront suffisants. Il y en aura 70 à couvrir ce week-end à Budapest. Alors qu'on est déjà sous perfusion là dans le garage Aston Martin autour de la voiture de Sébastien Vettel. Un pilote est remplacé. Oui, mais au constructeur, au final, à la fin de la saison, Max, ça va peut-être jouer. Hein. S'ils perdent le titre pour 4 points, par exemple, ou 5, je crois qu'ils vont s'en vouloir. Pourquoi il y a Kubica ? Parce qu'il fait des essais de temps en temps pour Alfa Romeo. Je pense que c'est le sponsor qui doit l'imposer. Verstappen interrogé par son ingénieur pour savoir s'il y avait besoin d'un ajustement d'équilibre de voiture. Alonso est en tête à queue dans la partie basse du circuit à la sortie du T4. Bon anniversaire Max. Et voilà comment fêter ses 40 ans. Donc dans la partie sortie du T4, dans l'herbe. C'est pas encore anniversaire. D'habitude les pilotes sortent large. Ouais, au constructeur c'est clair que ça va falloir surveiller ça. Ça peut jouer. Peut-être a-t-il récupéré sa voiture. Là évidemment il joue pas le titre. Ah non, c'est puis il a perdu les pièces sur la voiture. Il y a eu des éléments de carbone qui ont volé quand sa voiture était en travers sur le vibreur. Normalement veut dire aller taper le rail à gauche à l'intérieur et là il s'en tire bien parce que tout seul hein, pour Fernando là. Qui ne seront plus utilisables et un aileron à changer. Je crois que c'est l'aileron avant. Comme un grand. Ouais, possiblement l'aileron ou. Oui. En tout cas une pièce assez importante. Ouais. Assez importante côté droit de sa voiture, décrochage tardif du train arrière. Ouais. Ah ça vient de l'aileron. C'était l'extérieur qui est parti. Plus de peur que de mal, mais quand même un petit peu de dommage sur l'Alpine du pilote espagnol qui fêtait donc hier ses 40 ans. Franck Montagny, on vous retrouve surplombant ce circuit et surplombant le dernier secteur du Hungaroring.
Ouais, ce dernier secteur qui est très très sinueux avec ce gauche énorme et ce droite derrière qui n'en finit plus. Ces deux virages qui vont user énormément les pneus arrière sur l'accélération. C'est qu'ici il va falloir vraiment essayer d'être très doux sur l'accélérateur. Et puis aussi c'est une zone qui va énerver beaucoup de pilotes. Comme à l'image ici de Mazepin, en fait c'est une zone où on va ralentir énormément. On le voit également ici avec Tsunoda. On va ralentir non pas pour rentrer au stand, mais pour pouvoir préparer un tour. Donc ça veut dire que si derrière on arrive à fond, comme on est complètement à l'aveugle, on voit absolument pas ce qui se passe dans cette remontée et ça va gêner beaucoup de pilotes. Attention ici pour la qualif, ça risque d'être critique. Franck, j'ai une question essentielle. Quel cadeau avez-vous apporté pour les 40 ans de Fernando Alonso? Une chemise à carreaux, ça vous étonne? Ça c'est pas l'anniversaire de Jacques Villeneuve, c'est l'anniversaire de Fernando. Ouais, j'ai trouvé ça drôle. Ah bah c'est bien. Parce que la chemise à carreaux, elle veut dire que Alonso va avoir une course excitante. Ah, c'est très bien. Vous aurez lancé une mode. Vous aurez lancé une mode. Merci Franck. Fernando Alonso qui a donc fêté ses 40 ans hier, qui se sent en pleine forme et qui a reçu les hommages et les salutations d'anniversaire de son coéquipier Esteban Ocon. Écoutez. Grand respect, je pense que c'est une super carrière qu'il a fait Fernando et honnêtement d'être toujours aussi motivé, d'être toujours d'avoir toujours autant d'envie et de faim pour performer. Il faut quand même enlever sa casquette et dire chapeau tout simplement. Donc non, c'est un grand champion et voilà, je suis fier de pouvoir travailler avec lui. Et bien voilà, bel hommage du français. Retour au stand de Yuki Tsunoda avec des pneus marqués. Il y a un plat, très gros plat sur son pneu avant gauche. Après, il y a des cloques sur le droit. Oui, il y a aussi quelques cloques. Il est parti en tête avec un Yuki sur la gomme dure. Des cloques sur la gomme dure. Au virage numéro 9 et qui vient de ruiner son premier train de pneus. Yuki Tsunoda, dont on revoit ici. Oh, Tsunoda. Salut Alex, ça va et toi? Pas de bobo, mais un pneu bien endommagé. Oui, tôt dans le virage, comme s'il y avait trop de frein moteur en entrée. Un peu étrange alors qu'il partait pour une simulation, en tout cas un test aérodynamique vu la peinture sur l'aileron arrière. C'est peut-être ça qui ne fonctionnait pas très bien. Helmut Marko qui a essayé d'établir, mis en place un plan de relance de Yuki Tsunoda en l'envoyant s'installer en Italie, tout près de Faenza, tout près de Franz Tost qui le prend sous sa coupe. Mais un Helmut Marko assez cinglant, vous allez me dire c'est pas rare. Mais au moment de parler de Yuki Tsunoda en disant qu'il est devenu trop arrogant et qu'il lui faut de la discipline, 3 facteurs pour améliorer. Alors voyons la météo, ça a peut-être changé depuis les mercredis. Je vous en ai donné un, la discipline. Il est en Italie donc manger moins de pâtes, il en mange trop maintenant. Honnêtement, moi je vois au grand soleil. Oui, mais ça fait partie peut-être des averses demain. Deuxième point et troisième point. En même temps, dans 6 out, c'est jamais la même chose. Il a dit 3 fois la discipline. Helmut Marko. On voit des craquelures un petit peu sur l'aileron avant ici de la Red Bull de Max Verstappen. Bon, pour moi, il pleuvra pas. Discipline. Voilà ce qu'attend une bonne surprise au sujet de Yuki Tsunoda. Un commentaire important, s'il trouve que, et on l'a entendu un peu dans ses commentaires, si Tsunoda est déjà trop arrogant. C'est rare un japonais arrogant. On sait qu'ils ont une image plutôt lisse, mais ça c'est un cliché. Oui, mais encore s'il avait gagné une course comme Gasly, ça vous oblige pas à être arrogant d'en gagner une. Non, mais on pourrait comprendre il s'est laissé un peu aller, mais là il n'a aucune raison en plus d'être arrogant. Vous, quand vous êtes devenu champion du monde, vous êtes devenu arrogant. Cardon 11e pour l'instant. À 7 dixièmes de souris. Ah, ça m'étonne pas. Le package de refroidissement des monoplaces avec ces ouvertures, ces petites écopes qui pour extraire l'air chaud et des radiateurs. Surtout le balader sur la voiture pour changer où sera la pyrodynamique. Ce qu'on appelle des louvres ici, ce sont ces ouvertures sur l'épaule ainsi nommée de la monoplace, évacuation de l'air chaud, extrait des radiateurs. On parlait du Yuki Tsunoda à l'instant. Écoutez, le japonais s'exprimer sur bien la possibilité ou non de battre son coéquipier ce week-end. Est-ce qu'en tout cas cela est son objectif?
It's not my main target. Non, c'est pas mon objectif principal. My main target is keep scoring points and to be L'objectif principal, c'est de continuer à marquer des points, être dans le top 10 des pilotes au championnat. Bien sûr, le battre. J'essaye. J'essaie d'acquérir un maximum d'expérience pour le battre. La Hongrie est une de mes pistes favorites. Mais je sais que c'est aussi une des pistes préférées de Pierre, donc on verra ce qui se passe. Yeah, I found a couple of good, issues or in my driving and je vais essayer de trouver, régler les problèmes de mon pilotage. Mais je suis concentré sur moi-même. Je suis dans une approche de battant. Mais j'essaie de trouver la solution pour avoir des résultats plus constants. Et je me concentre sur moi-même en ce sens, nous dit Yuki Tsunoda. Mais qui fait partie avec Mazepin et Schumacher des pilotes qui l'ont connu ce Hungaroring qu'en F2, logique à ce stade de leur carrière. C'est déjà bien, les Formule 2 sont des voitures très performantes. Qui sont quoi, aussi performantes que des Formule 1 d'il y a une dizaine d'années? Ah, c'est une bonne question, il faudrait regarder les chronos, reprendre les chronos. J'aurais pas la réponse à vous donner. Vous n'avez pas toutes les réponses comme ça? Je n'ai pas toutes les réponses comme ça, non, absolument pas. J'y travaille beaucoup, mais je ne les ai pas. La question, c'est de savoir l'an prochain, la vitesse des F1 2022, à quelle distance cela les placera-t-elle des F2? Oui, ça a l'air. Elles vont aller moins vite, j'ai l'impression qu'elles vont glisser un peu plus. Et il n'y a pas de DRS? Si, il y aura un DRS. Ah, il en rajoute. Vous êtes déçus. Je pensais que vous avez utilisé le... Ouais, Netflix, mi-septembre, va sortir un documentaire sur Schumacher. Il n'ose pas. Non, il n'ose pas pour l'instant. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir posé la question. Je sais pas honnêtement. Si, au vu de la s'ils vont parler de comment il est actuellement, Schumacher, en fait. C'est la question, apparemment. Sachez que ça serait bien, mais c'est pas précisé que ce sera le cas, donc surprise, on verra bien. Vous avez la réponse de Jacques Villeneuve. Par contre, s'ils en parlent toujours pas, c'est en foutage de gueule quand même. On retrouve un Max Verstappen facilement aux avant-postes. Le bon signe, c'est qu'il a retrouvé dans son nouveau châssis de bonnes sensations, puisqu'il place sa Red Bull en... S'ils en parlent pas dans ce doc, ils en parleront jamais en fait. Les bleus qu'il a ne le gênent pas trop. Il s'est infligé, puis il aime ça, donc il s'est fait plaisir. En s'offrant une course de 24 heures sur son simulateur à la maison. Il s'est fait une endurance de 24 heures en début de semaine. C'est sorti aujourd'hui la news. Ce matin là. Ça sortira le 15 septembre sur Netflix. Ça s'intitulera Schumacher, tout simplement. Voilà, il s'est fait 24 heures. Et pour rajouter à son travail de concentration, eh bien, il a laissé ses chats se balader et l'embêter pendant sa course. Absolument. Et il est allé un peu plus loin dans la polémique en disant que si ces chats passaient derrière son pédalier, il serait peut-être amené à les écraser comme des crêpes. Et dans la série Netflix, elle est pas mal, je trouve. J'aime bien. On en remet une petite touche. Ça fait patienter pendant l'intersaison. Chacun prend les degrés d'humour comme son... C'est pas de la haute qualité non plus, mais bon, c'est pas trop mal. C'est correct. Qui ont apprécié la blague, ça veut dire que cette blague-là, vous l'appréciez plus ou moins si vous êtes supporter d'Hamilton ou de Verstappen. Voilà. Je pense que la famille Schumacher, ils ont aussi fait ce documentaire pour prendre un peu de pognon, pour payer les soins de Schumacher. De toute façon, on va pas se mentir, ça coûte des dizaines de milliers d'euros par mois, donc c'est aussi pour ça qu'ils l'ont fait, mais j'espère vraiment qu'ils vont parler du Schumacher de maintenant aussi, comment il est, etc. Quels sont ses soins exactement à apporter. Et c'est pas juste un truc commercial qui va nous rappeler sa carrière, etc. Je crains que ce soit ça, malheureusement. Pas de soucis à ce niveau-là. Plus on dit que c'est difficile de doubler, plus il trouve des solutions. On verra bien. Dans un mois et demi. L'Aston Martin en difficulté cette année. Le pari qui avait été pris l'année passée d'utiliser une Mercedes B ou une Mercedes l'année précédente, cette année ne fonctionne pas. Quelques informations FIA, on les attendait en cours de séance sur les éléments changés sur les monoplaces des pilotes. Ça aurait été pas mal de faire une qualif sprint sur ce circuit aussi, parce qu'on se fait chier, les essais, c'est un peu pénible. Et Ocon deuxième, incroyable. Verstappen utilise de nouveaux échappements, logique. 4e jeu d'échappement utilisé par Max Verstappen. 7e jeu d'échappement utilisé par Esteban Ocon. Il ne lui reste plus qu'un jeu derrière avant pénalité. Et 4e jeu d'échappement pour les deux pilotes Alpha Tauri, Yuki Tsunoda et Pierre Gasly. Rien d'autre donc, pas de changement. On pouvait éventuellement imaginer
pour ce qui est de Max Verstappen, des changements de MGUH, MGUK, de batterie, de système. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi et mettre un petit abonnement à la chaîne. Il faudrait qu'on arrive à 1000 avant la fin de l'année, ça serait bien. C'est l'objectif. Je suis à 650 là. Le Finlandais. Alors, qu'en est-il de sa situation? Que connaît-il de son avenir, Valtteri Bottas? On va continuer les lives toute la saison ici. Était averti qu'il devait chercher ailleurs. Et on verra pour la saison 2022 à le relâcher complètement. Il s'est pourtant si on retourne sur Tibétion ou pas. Lors du dernier week-end de Grand Prix, lorsque Lewis Hamilton tentait de remonter pour combler sa pénalité. Mais il n'était pas dans le même rythme. Un rôle d'équipier. Ouais, mais cette saison, il n'est jamais dans le rythme de son coéquipier Lewis, comme cela a pu être le cas lors des années précédentes. Vu que Lewis maintenant doit se battre contre Verstappen, non plus contre son et Bottas qui est en train de faire le meilleur tour. Il a tourné et c'est le meilleur tour, effectivement, 17-6. Ah oui, une seconde 4 quand même. Donc oui, il y a de la marge là. D'ailleurs, je vais aller voir la poule l'année dernière. Il y a encore des discussions avec Mercedes. On va espérer, j'espère en avoir cette semaine et puis pendant le break. Nous verrons. Bon, il est peu loquace sur cette situation. Ouais. Bah, rien le 15 septembre. Donc oui, il est au courant. Il sait. Mais c'est privé. C'est une décision qui sera probablement annoncée en ouverture du prochain Grand Prix. Et puis sachez, petite info qu'on peut vous révéler aujourd'hui, c'est que George Russell, et là tout le monde fait qu'est-ce qu'il va dire, sera avec Mercedes, dans la Mercedes, et là tout le monde fait la semaine prochaine en test. Voilà. Pendant les vacances? Oui. Mais ils ont le droit? Ils vont tester. Ils ont 14 jours de fermeture, mais comme il y a 3 semaines, ils peuvent décaler. Donc, George Russell dans la Mercedes la semaine prochaine pour des tests. Voilà. Vous pouvez des tests de pneus, des tests des tests dans la voiture. On n'en est pas plus, déjà je vous donne l'info. Je me souviens plus qu'ils ont le droit de faire combien de... Ils ont pas le droit de faire des journées de tests. Non, là ils ont des tests. C'est clair qu'il va y aller. Voilà. Ils en ont déjà effectué à Silverstone. Alors la poule de l'année dernière, c'est 13-4. Et c'est George Russell qui montera dans la Mercedes. Bon, ça oriente encore un petit peu plus les choses. Ce seront les tests Pirelli. Donc on est loin. Et combien d'équipes seront là, seront présentes? Seulement Mercedes? Il y aura George Russell dans la Mercedes. Mais ce n'est pas que Mercedes, j'imagine. Ça dépend des grands prix, des circuits, pardon. Par exemple, la semaine dernière, Pirelli a vu Aston Martin venir rouler, Alex Albon pour Red Bull qui a plus testé l'angle et les trajectoires de Lewis Hamilton que les pneumatiques véritablement. Puis les As étaient également présentes avec Nikita Mazepin et Mick Schumacher. Donc il y a des sessions de travail de Pirelli où plusieurs équipes sont présentes, soit 1 ou 2 jours ou les 2 journées. Et donc Albon réussissait à prendre le virage ou non avec la trajectoire de Lewis Hamilton? Alors il l'a prise visiblement, mais maintenant il était seul en piste à cet endroit. Donc même s'il sous-virait, il ne touchait aucune autre monoplace à ses côtés. Mais il a simulé la trajectoire. Ils sont quand même allés loin. Ouais. Simuler, profiter d'une journée Pirelli pour simuler la trajectoire de Lewis Hamilton le week-end d'avant. Et vous savez, heureusement que la FIA n'a pas suivi, parce que sinon on n'aurait plus de Grand Prix, on n'aurait plus aucun pilote qui oserait s'attaquer, se doubler. Si à chaque fois on pouvait ensuite c'est lamentable ce qu'ils ont fait Red Bull. Ils ont quand même été jusqu'à aller simuler avec Albon la trajectoire de Hamilton avec les tests de pneus. N'importe quoi. Les 3 et 4 août prochain. Vous croyez vraiment que ça passerait quoi? Et mercredi prochain. Il y aura donc Mercedes, McLaren et là, pour la première journée. Bizarrement, les mots de parcours on l'entend pas. C'est bizarre. Sur la deuxième journée. McLaren, je les ai sur les 2 jours. Donc McLaren sur les 2 jours, Mercedes sur les 2 jours et Ferrari également. Allez, en attendant que Carlos Sainz ne reprenne la route, voyons avec qui les pilotes et surtout avec quoi les pilotes prennent la route en temps normal. Et Franck, vous êtes dans un parking, encore une fois, très très impressionnant. Ouais, très impressionnant, puis c'est plutôt sympa. Alors le paddock, il est là-haut, juste au-dessus. Donc les pilotes, le matin, tranquillou, ils viennent se poser ici. Alors, il y a un pilote qui fait toujours un petit peu différent, c'est Lewis Hamilton, avec sa moto, la MV Agusta, et celle-là, elle est titrée, c'est une série limitée, Lewis Hamilton. Bah non, c'est ça, Scorpio. Et l'H44. Il y a 144 exemplaires, devinez son numéro, le 44, exactement. Juste à côté, on a Bottas avec un GLE 400 diesel.
Petite faute de goût, hein. Ça a touché là sur l'aileron avant. Et ça vaut cher, c'est dommage. Belles autos. Ensuite, on va passer chez Honda avec la Type R de Max Verstappen. Sergio Pérez, il a dû se perdre quelque part ou se faire arrêter sur la route, on ne sait pas. Ici, derrière, par contre, ça redescend en gamme. On est chez McLaren. Là, ça redescend en gamme. C'est cool quand même de rouler avec ça. Mais on s'est habitué à mieux avec les belles McLaren qui étaient posées là. Ricardo roule avec un Touareg. Et pourquoi c'est lui qui a la poubelle de son côté? Et puis, je parle pas de sa voiture. Hein. Je vais la déplacer, je vais la mettre chez Pérez. McLaren qui roule avec une Volkswagen de série. Quoi. Ok. Avec une autre polo pour Lando Norris, Sébastien Vettel, plutôt sympa, même si on l'a pas vu dedans, parce que je crois qu'il dort juste à côté, mais pour son physio, c'est sympa, c'est son physio qui l'a conduit tous les matins, donc c'est plutôt cool. Lance Stroll, toujours un peu différent ici. Le côté Alpine, normal, avec les deux Alpines, celle de Fernando Alonso, pareil, qui doit être collée avec celle de Pérez quelque part, et Esteban Ocon qui est là. C'est bien, ils ont leur place titrée et tout. Cerise sur le gâteau, cool. Cherry on the cake. SF90 Stradale, 500 000 euros, 1000 chevaux dans les autos, et je vous en donne 2 pour le prix d'une. C'est juste assez incroyable. Ils sont venus ici avec ces autos, elles viennent d'Italie. Ça sert à rien que je fasse le reste du paddock, je vous le promets, parce que les plus belles, elles sont ici. Ah oui, on valide. Il y a que chez McLaren, hein, c'est un peu des rats. Ils ont pris un Touareg et cette voiture a une Volvo, je crois. potentiellement plus de puissance que leur moteur de F1. Oui, ça va un peu moins vite dans les virages. Oui, très légèrement. Ils auraient pu au moins prendre des Mercedes. Sur la Ferrari. Vu qu'ils sont autorisés par Mercedes. Il y a tout qui bouge, il y a la radio aussi. Ouais, il y a la radio, il y a la clim. Il y a des moteurs électriques sur les roues avant. Voilà. C'est une voiture, c'est un monstre de puissance, tel qu'on le dit dans le jargon. Pour avoir eu la très grande chance de faire quelques kilomètres avec cette voiture, Jacques, elle n'est pas à mettre entre toutes les mains parce que c'est très bestial. C'est bestial si on enlève toutes les électroniques, toutes les aides. Ne les enlevez pas, oui. Ça reste violent. Vous pensez? Ah, je pense pas, je l'ai expérimenté, mais sous la pluie. Oui, mais Jacques Villeneuve est un pilote champion du monde, excusez-moi. Peur aux autres. Je sais pas peur. Pas de passagers, c'est dommage. Ah non, j'avais un passager, mais autour de moi sur la route, il n'y avait personne. J'ai très vite rendu, malheureusement. Elle n'est pas dans. Vous vouliez pas faire une petite griffe sur la. Surtout pas. Ah d'accord. Surtout pas. Elle n'a eu aucune rayure. Enfin, le porte-clés en tout cas n'a rien eu. Allez, il reste 26 minutes dans cette séance et Lewis Hamilton vient effectuer sa procédure de départ. Sortie de voie des stands. Pneu neuf, hein. Gomme rouge, pneu neuf. Max Verstappen reste la référence. Qu'est-ce que je raconte? N'est plus du tout la référence. N'a plus du tout la référence. Était la référence de la première Max partie de séance. il est 8ème, il n'a pas réamélioré. Qui a fait tomber les chronos. Le de Mercedes passage en tête, à la gomme rouge, très certainement lié à. Bon après encore une fois c'est que des essais, il n'y a pas de quoi s'enflammer. Il a bien fonctionné pour Bottas. Il va sûrement améliorer d'ailleurs en piste à nouveau, en dur. Hamilton. Et Verstappen toujours en gomme blanche. Pas de gomme rouge pour l'instant chez Red Bull. Du trafic sur cette piste. Bottas Hamilton, séparé par un peu moins de 4 dixièmes. Pierre Gasly très bien positionné sur cette entame de séance, important après le difficile week-end de Silverstone. Et on est avec Sergio Pérez. Il s'est rapproché de son coéquipier. Ouais, travail long relais en ce moment pour Sergio Pérez sur la gomme dure. Est-ce que ce sont les seuls à ne pas passer la gomme rouge? Eh bien, pour l'instant, Verstappen et Ocon travaillent toujours sur cette gomme. Vivement la rétrospective 2021. Oui. Pérez, le coéquipier de Max Verstappen, Lance Stroll et Sébastien Vettel également sur l'Aston Martin. Déjà, on va essayer de finir la saison. On a vu que je pense qu'il va se passer pas mal de choses. Est vraiment très performante. Par contre, je pense qu'on peut considérer qu'on est à mi-saison. Si les températures puisque certaines courses vont être annulées à mon avis. On a même dépassé la mi-saison en France. Fernando
Alonso, un petit peu en délicatesse avec ce train de gomme rouge qui glisse beaucoup dans ce dernier secteur. C'est son deuxième tour, je crois. Il est trop vieux, Fernando, 40 ans, c'est trop. On est à 6 tours. La retraite. Maintenant sur cette gomme. Ah oui, c'est 6 dixièmes de perdu. 40 ans tour. hier, après, Fernando. sur son 3e tour lancé, c'est pas mal tout de même. On se souvient qu'ici, Fernando Alonso s'offrait une première victoire en Formule 1, c'était en 2003. Une victoire pour Fernando Alonso ici. Une victoire également pour Kimi Räikkönen 2 ans plus tard en 2005. Une victoire également pour Daniel Ricciardo. Puis après, on passe dans la catégorie de ceux qui en ont remporté 2 des Grands Prix ici. Sébastien Vettel, 2015 et 2017. Avant cela, en 96 et 97, Jacques Villeneuve, 2 victoires. Oui, 2 victoires au Hungaroring. Bravo Jacques. Vous l'aimiez bien ce circuit? En course, oui. En qualification, c'était toujours très compliqué. C'était un Grand Prix épuisant, donc juste l'idée de venir ici, c'est en plus quand il fait chaud, au plein milieu de l'été, c'est... Plaignez-vous. Ah oui, on se plaît. Mais après, quand ça se terminait par une victoire, et bien le ton changeait légèrement. Oui. Et donc, il fallait bien faire la fête ensuite pour se réhydrater. En Budapest, a tout ce qu'il faut pour faire la fête. 2 records de secteur pour Hamilton, secteur 2 et secteur 3. Il lui en manque dans le premier secteur pour pouvoir challenger le chrono de Bottas. Il s'en rapproche en tout cas de son chrono. 1:17.722. Hamilton à 1/10 maintenant de Valtteri Bottas. 2e tour lancé sur la gomme. 2e push sur la gomme, absolument. Surprenant. Et une gomme qui semble propre. Les avants en tout cas sont très propres. On ne voit pas de clocage, on ne voit aucun graining avec ces chaleurs. Alors Jacques, avec vos 2 Grands Prix victorieux ici, vous n'êtes plus qu'à 6 victoires de Lewis Hamilton, qui en compte 8, donc le compte est bon, 8 victoires, dont les 3 dernières, 2018, 2019 et 2020. Je crois que je ne vais pas aller chercher son record. Non, vous ne voulez pas essayer, ne serait-ce qu'essayer. Mais même en essayant très fort, ça va pas suffire. C'est vrai qu'Hamilton, il a beaucoup gagné à Hungaroring. Maintenant, est-ce qu'il va avoir la voiture cette saison pour gagner? Verstappen a un tout petit peu moins d'une seconde du chrono de Bottas, 999 millième. Il vient d'améliorer sa marque Max Verstappen. Ça fait beaucoup de tours là il est toujours sur son premier train. Toujours sur la gomme dure, toujours sur la gomme. Mais son premier train? Oui, un seul train de gomme dure utilisé. Oh là là, ça va loin. Oui, ça ne pouvait pas passer là. L'entrée sauvage de Lando Norris dans le dernier virage. Cet interminable dernier virage, Jacques, on n'en sort jamais. Non, c'est difficile déjà d'avoir de trouver la bonne trajectoire en entrée, puisque on n'arrive pas d'une ligne droite avec un freinage, on arrive un appel contre appel, on arrive d'un appui, et donc pas tous les pilotes utilisent toutes les largeurs de la piste et rentrent différemment dans ce dernier virage. On part ici les passages en courbe de Norris et Leclerc. Le voici justement Lando Norris que l'on revoit. Long appui sur le pneu droit pour rentrer dans ce virage à droite, long appui sur le pneu gauche et là le décrochage. Oui, c'est le problème. Lorsque le pilote va complètement à l'extérieur pour aller chercher la trajectoire, et bien lorsqu'il freine, il est en appui. Alors que s'il va un peu moins large, il peut freiner plus en ligne droite et perd moins d'adhérence. Donc c'est un choix et ça dépend des réglages et du pilotage de chacun. George Russell, l'homme des samedis après-midi, l'homme des qualifications. C'est beaucoup plus difficile malheureusement en course. Pas de points encore inscrits dans ce championnat 2021 pour lui, comme pour 3 autres pilotes. Derrière, c'est le cas de Schumacher, Latifi et Mazepin qui le suivent au classement. 100 points. C'est un peu le syndrome Bottas d'il y a quelques années. Très agressif, très performant en qualification. Donc peut-être des réglages de voiture aussi qui lui permettent d'être compétitif en qualification. Et ensuite, c'est bien plus compliqué en course. George Russell qui s'est longuement entretenu avec Laurent Dupin et que vous retrouverez dans une interview exclusive en tête-à-tête dans la grille dimanche. Mais du trafic à chaque tour se plaint Charles Leclerc. Oui, effectivement, c'est quand même plus sport pour les essais 1 et 2. Pratiquement pas de ligne droite. Après, c'est normal. C'est un peu comme Monaco, sans les rails. Et lorsque toutes les voitures sont en piste, ça peut devenir compliqué. Grande journée de Formule 1, entre autres dimanche sur les antennes de Canal+, avec la F3 dimanche matin sur Canal+ Sport, la Porsche Super Cup que vous retrouverez avec Guénaël Longhi et Paul Louchatin. Et à partir de 14h sur Canal+, et sur MyCanal en direct, la grille 14h dimanche, et donc cette interview exclusive que a accordé George Russell à Laurent Dupin. Aura-t-il des révélations à vous faire? Eh bien, il faudra être là dimanche pour le découvrir dès 14h.
Le Grand Prix à suivre à partir de 14h55. Ça allume. Ouh, ça a tapé pour Yuki Tsunoda. Oh, Tsunoda. Il va calmer son arrogance légèrement. Mais oui. pas sa discipline. Bah, la discipline, il va falloir en trouver encore plus parce qu'il a bien endommagé. On voit que la roue gauche est pliée. Il a tapé assez fort, semble-t-il, par l'arrière dans le secteur 2. Alors, je vais vous montrer la IP de Tsunoda, du coup. Tout simplement le piégeux virage dès que je l'ai. au sommet d'une bosse. Très rapide virage à gauche. Ouais, Tsunoda, franchement. Allez, drapeau rouge. Oh là là. Drapeau rouge même, la séance est interrompue. Oh, ça ne reste que ça toujours le même. Finalement, on critique Mazepin, mais c'est Tsunoda qui fait le plus de merde depuis le début de saison. Il va encore se prendre une soufflante de la part de Marco, lui. J'aimerais voir le visage de Marco. T'inquiète, Garance. Je vais te montrer quand j'aurai le replay. 3 fois, il a dit qu'il fallait. Moi-même, j'ai pas vu le crash encore. Qu'il lui fallait de la discipline. Ça va être très furtif, hein, donc. Voilà. Soyez rapide. Alors, Yuki Tsunoda, descendu de sa monoplace que l'on revoit, sorti du virage 3, à l'approche du virage numéro 4. Trop. Oh là là. Une inscription très agressive dans le virage, trop agressive même. Il n'était pas coulé du tout, il a plongé et ça n'a pas suivi. Il était un peu large en plus, il était loupé dans le point d'entrée. Ouais. Erreur bête, hein, quand même, encore une fois. Ça n'a pas cogné fort pourtant. Il est désolé. Il ne doit pas y avoir trop de dégâts dans la voiture. Avec lequel il tape en dommage et la roue arrière gauche. Et l'aileron bien sûr. Dommage parce que ça n'a pas cogné fort et dommage qu'il ait abîmé tout son frein arrière, ça veut leur dire boîte de vitesse, tout. Pas tout vous dire. Il y a une Discord, je peux vous donner une Discord si vous voulez. Les boîtes de vitesse du vendredi ne sont pas celles du samedi et dimanche, mais juste tout prendre de le même, lien vite fait. c'est du roulage en moins, c'est de la confiance en moins qu'il faut reconstruire sur un circuit qu'il nous dit être l'un de ses préférés. Ouais, bah ça ne l'est plus et ça coûte des sous. Je vous envoie ça. Alors l'évacuation d'ici quelques instants de la monoplace de Yuki Tsunoda. Ouais, ça n'a pas beaucoup ralenti. De toute façon, on voit l'asphalte, elle est très poussée. Ah si, il y a toujours en stream, il suffit de bien chercher. D'entre vous s'interrogeaient également à votre avis, comment je regarde la longueur de l'intervention lors du week-end de Silverstone sur la voiture de Max Verstappen et certaines coupures à bord de la voiture ne permettaient plus d'être certain à 100% que la voiture était bien déchargée en électricité et donc approchable par les commissaires, et c'est la raison pour laquelle on est d'abord allé chercher des ingénieurs Honda pour brancher, connecter. Ah si je pouvais vous diffuser tout, je le ferais sur YouTube, mais je peux pas, sinon le live saute évidemment. C'est le strike, vous vous doutez bien. Pour droit d'auteur. C'est un peu le problème de ces moteurs hybrides, c'est qu'ils créent un danger supplémentaire. Après il y en a peut-être qui diffusent sur Twitch aussi. Mais ils vont se faire sauter, je pense. Le volant de Yuki Tsunoda et la force vers la gauche qu'il va appliquer. Voilà, le coup de volant assez brutal. Il avait tout de raquette inacceptable. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il avait loupé son point de corde et après il en a trop mis. Et en plus il avait les deux roues qui mordaient un peu le vibreur extérieur. Choc pas trop violent mais des dégâts sur la voiture. Vous avez eu le coup de tête après, énervé? Eh oui. Et il s'en veut forcément d'avoir commis cette erreur. Oui, donc futur champion du monde à son Helmut Marko, Tsunoda évidemment. Un pilote japonais Honda. Franchement, je ne sais pas, en tout cas il n'y a rien d'officiel. Voilà, ça faisait partie du contrat de la fourniture des moteurs Honda. Si un pilote japonais pouvait avoir la super licence et un certain résultat, donc il devait le mettre dans la monoplace, ça ne fait peut-être plus partie du jeu l'année prochaine. Avec quand même cette nuance, c'est que l'année prochaine, Honda continuera d'assurer la construction des moteurs et de les envoyer ensuite vers Milton Keynes. On sait qu'à Milton Keynes, on est en train de préparer Red Bull Powertrains, la nouvelle entité qui gérera donc la propriété intellectuelle, la construction, l'assemblage des moteurs à l'avenir, mais qu'en 2022, il y aura cette phase de transition assurée par les ingénieurs de Honda à Sakura au Japon, avant d'envoyer les moteurs en Grande-Bretagne. Donc, du coup, je ne sais pas quand ça va reprendre. Ah si, ça y est. Ils ont dégagé la voiture. Il est souvent hors piste. On regarde le développement au fil de la saison de la performance des monoplaces, les unes par rapport aux autres. Red Bull est considéré comme la référence, avec une très légère avance, un avantage infime de 2 centièmes de seconde sur la Mercedes. Les gains sont ceux les plus importants sont ceux de McLaren, avec 2 dixièmes de gagné depuis le début de la saison sur son développement. Aston Martin également a beaucoup gagné, Williams encore plus, et As aussi partant de beaucoup plus loin. Williams s'est basé sur les tours qualification de Russell, donc je ne crois pas que ce soit la voiture elle-même qui se soit autant améliorée.
Oui, c'est vrai qu'il n'a pas tort, Villeneuve. Quand tu regardes les perfs de Latifi, aucun développement sur la monoplace. Donc, il n'y a pas match, quoi. Ce n'est pas possible qu'elle se soit améliorée 3 dixièmes de plus que la Red Bull, qui elle a eu beaucoup d'évolution. Donc là, ce sont plus les pilotes qui ont pris leur marque et qui roulent de plus en plus vite. Alors la séance ne va pas être interrompue trop longtemps. À 12h16, c'est-à-dire depuis 5 secondes, la séance a repris. Donc la séance 2 aura lieu à partir de 15h, ce qui se demande. Et la peinture de la Flow, on sait que ce week-end, McLaren sera en live, de nouveaux éléments à sa monoplace, notamment au niveau des bargeboards. Vous voyez ce long boomerang, c'est ainsi qu'on pourrait l'appeler, cette longue pièce qui traverse toute la partie des bargeboards, voilà, la partie supérieure. Et bien ça, cette pièce est nouvelle et donc cette peinture, cette paraffine est appliquée pour mesurer l'écoulement de l'air à cet endroit. La séance, ça permet à la McLaren de toujours revenir. Elle revient toujours au stand. Vous la lancez en piste, elle revient au stand tel un boomerang. C'était évidemment la blague que je ne voulais pas faire, mais vous m'y avez forcé. Franck Montagny, jamais vous ne m'auriez fait ça, Franck. Bah, ça dépend. Ça dépend des types de blagues. Je t'aime beaucoup, Jacques. Regardez ce virage numéro 2 service. C'est un virage très atypique. On est un petit peu comme, vous savez, ces deux virages ressemblent beaucoup aux deux derniers virages qui sont juste au fond, juste en face derrière, ils sont face à face l'un de l'autre. Mais ce virage-là, en fait, il faut rentrer vraiment très fort dedans, avec les freins très tard dans le virage. C'est un virage, lorsqu'on est dans le premier tour de course où il peut y avoir différentes trajectoires, on peut passer complètement à l'extérieur. Mais même lorsqu'on est en tour de qualif, c'est un virage où on peut se permettre différentes trajectoires. C'est-à-dire qu'on peut rentrer très tôt sur la corde, ouvrir un petit peu au milieu et réaccélérer. On peut rentrer très très fort avec les freins, rester corde complètement et réaccélérer beaucoup plus tard. C'est souvent un virage en fait où on peut essayer des choses, que ce soit des dépassements ou tout simplement des trajectoires différentes. Merci Franck pour ces descriptions et ces possibilités offertes à cet endroit du circuit. Dernière 12 minutes, tout petit quart d'heure de séance à couvrir au moment où Hamilton sortait de la voie des stands. Ah bah tiens, Max Verstappen lui grillait la politesse. Allez-y, faites un scandale, hashtag scandale. Drama. Ah oui, ça devrait pas arriver. Moi, je suis impatient de voir Toto Wolff monter chez les commissaires. Les deux pénalité là pour Max Verstappen. C'est inadmissible. Un changement c'est inadmissible. Révision totale pour 3 Grands Prix. Alors on rappelle, on sourit bien sûr parce qu'on va quand même pas pleurer non plus maintenant qu'on sait que tout le monde va bien. Le directeur de course, Michael Masi, a rappelé à l'ordre dans une note officielle le comportement et ce qui pouvait ou ne pas être fait chez les commissaires, parce qu'on a vu Toto Wolff et Christian Horner monter chez les commissaires. Ils n'ont pas l'autorisation de rentrer librement chez les commissaires à moins d'y avoir été invités pour apporter certaines preuves. Donc il a été rappelé clairement. Ouais, c'est juste en fait Hamilton sortait de son stand à tout le monde, et au box d'après c'est Verstappen qui est sorti juste en même temps que lui, juste un peu après. Donc il a coupé un peu la route, mais non, il n'y aura pas de pénalité pour ça. Champ de foire sur lequel on rentre. Ça va, il était encore derrière Hamilton. Voilà, vouloir les consulter, on peut demander à les consulter, mais c'est après y avoir été invité seulement qu'on peut aller apporter des preuves au commissaire. Allez, un petit tour en audio up avec Max Verstappen, un tour de ce circuit du Hungaroring, les 4 km 380 que l'on vit avec Max Verstappen. Mais de toute façon, dès qu'ils seront proches l'un de l'autre, à mon avis, ils vont dire ah drama. Ils vont faire exprès, c'est sûr. Après, tant qu'ils se touchent pas, ça va. Hein. On va dire. Peut-être un peu de trafic là pour Verstappen. Et il est en retard. 28-1 dans son premier secteur, Max Verstappen. C'est son meilleur premier secteur dans cette FP1, mais c'est en retard effectivement, un peu moins de 2 dixièmes de retard sur le record du premier secteur. À 10 minutes de la fin de cette séance, record en revanche dans le deuxième secteur. C'est le plus important. Ouais. À 33 millièmes du temps de Valtteri Bottas, et le dernier secteur qui va les départager. Oh bon alors là, une légère touchette, ça... c'est l'escalade de l'horreur après.
Ouais, ça ouvre bien, ça sort bien du dernier virage pour Verstappen. Et c'est le meilleur temps pour Max. Un record de dernier secteur, 1:17.555, 61 millième d'amélioration sur le chrono de Valtteri Bottas. Oui, la gomme de la Red Bull tient bien puisqu'il est très rapide dans la deuxième moitié du tour. Et son ingénieur lui demandait tout à l'heure si l'équilibre de sa monoplace lui convenait. Oui. Bon équilibre de ma voiture. Il était pour l'instant, ça reste très serré entre Mercedes et Red Bull. Bon, encore une fois, on a Perez qui est dans les choux, 13ème seulement. Sera capable d'effectuer un deuxième bon chrono comme. Non, tu pourrais pas le live. Pourquoi tu pourrais le live? Ok, t'as pas le droit de poster dans le chat. Il y a du monde en piste. Il est en préparation d'un tour, mais là, il y a beaucoup de monde. C'est le but, c'est le but. Il y a des réactions dans le chat. Vous restez derrière. Voilà, c'est que des essais, donc forcément. Il fait le gentleman. Passe moins de trucs, mais... Il reste derrière Charles Leclerc, mais il va partir. Ouais, Hamilton et Leclerc, je sais pas ce qu'ils font là, mais... Il se ruine pas d'espace, oui. Il va y avoir un petit embouteillage. Il va prendre la spi et... Bon, il va être gêné dans son tour, Hamilton, il reste derrière comme ça. Non. Peut-être qu'il teste les... Peut-être plutôt un tour de dévantages. Parce qu'il n'a même pas ouvert le DRS. Il l'avait ouvert en début de ligne droite, hein. Donc, il l'a rabattu assez vite, hein. Ouais. Hamilton qui se positionne lui à un dixième et demi, un peu plus d'un dixième et demi du temps de Max Verstappen, mais avec un décalage dans cette séance, l'utilisation de la gomme rouge tardive de Verstappen dans cette session. Oui, la piste est plus compétitive maintenant que le moment où les ont utilisés les deux Mercedes et encore Perez doit les passer, c'est comme. Ah oui, bah oui, c'est bien. Pratique. Et puis en plus t'as l'audio de canal, donc c'est parfait. Il y a eu un petit peu d'hésitation. Ouais, petite incompréhension entre Leclerc et Hamilton là pour le tour. Se serait retrouvé de toute il a pas osé le dépasser. De l'autre monoplace devant lui, je me demande si c'était pas une Aston Martin. Après, encore une fois, c'est que des essais, donc on s'en fiche un peu, c'est pas très grave. Ouais, Perez, comme je le disais, 14ème seulement. Ça n'a pas donné grand chose. Bon, après, il est peut-être pas sur le même programme que Verstappen aussi, mais bon, il y a toujours du mal à commencer ces week-ends. Confi est en manque d'Australie, qui n'a plus rejoint son gomme violette, ça existe plus en moi. Depuis le début de la pandémie, et qui commence à admettre que tout le temps rouge, jaune ou blanc maintenant. Cela lui pèse de ne pas pouvoir revoir les siens, même s'il sait les sacrifices qu'il fait en ce moment pour. D'ailleurs, je vais vous mettre les pneus au pire, c'est plus simple. Enfin, est-ce qu'il sait bien jouer les pneus là? Ah oui, il faut vraiment qu'il se concentre sur son métier. On va voir ça tout de suite. Sûr, parce qu'il prend des claques depuis le début de la saison. Oui, absolument. Perez, oui. Oui, il reste meilleur globalement que Albon, c'est sûr. Déjà, il a gagné une course, donc... C'est ce qu'il a monté les gommes rouges, lui aussi. Red Bull. Alors, on suit la fin du tour de Daniel Ricciardo. On va l'écouter, l'Australien d'ailleurs, qui est sur un rythme course avec cette... c'est marrant, il commence à chaque fois très lentement ce week-end. Et après, il rattrape le tir. C'est dommage parce qu'il perd du temps au début. Cette année, même s'il y en a quelques-unes sur la McLaren ce week-end, écoutez la réponse de Daniel Ricciardo. Maybe there'll be a bit more, il y aura peut-être un petit peu plus de flexibilité l'année prochaine, je pense, avec sur ce sujet. Jusqu'à maintenant, on a réussi à continuer à développer la voiture. Assez tôt, on a pu essayer de suggérer des choses à l'équipe, les emmener sur des pistes d'amélioration. Mais naturellement, en Formule 1, ça prend du temps d'avoir des améliorations, des nouvelles pièces sur une voiture en F1. Ouais, Gasly 5, c'est pas mal. On est sur la deuxième partie de la saison. C'est ses places habituelles. Mais jusqu'à maintenant, non, je n'ai pas trop senti ça. Et oui, avant de préparer 2022, la concentration est pour quasiment toutes les écuries pleine et entière maintenant sur la saison prochaine, alors qu'en double fenêtre, sur ces images que vous propose Pascal Mathieu, voyez le retour. Perez, il y a toujours du mal au début du week-end, c'est ça. Mais c'est un peu dommage justement.
sans gravité, ça devrait pas être le cas, avec quelques dommages sur la monoplace. Et Bottas n'a pas de mal, hein. Il est direct dans les temps d'Hamilton. Qui a effectué la même et qui a réussi lui à même garder si au final il est tout le temps derrière. Dans une direction. Il perd pas de temps. Perez, regardez comme il était large pour entamer son tour chrono et il y avait beaucoup de voitures devant lui. Le tour rapide à moins de 5 minutes de la fin de la séance. Gomme rouge pour Checo Pérez. Qui est loin son il va peut-être s'améliorer justement. Il est à 1 seconde. Il est en gomme rouge. 92 km/h de vitesse de pointe au bout de la ligne droite. Mais c'est bien qu'il l'a ramené chez Red Bull. Sinon il aurait peut-être perdu. Il aurait peut-être pas eu de baquet pour cette saison, ça aurait été dommage. Ouh là là, c'est loin. C'est même très mauvais comme premier secteur pour de la gauche. J'espère pour lui qu'il y a de l'essence à bord. Le deuxième secteur, il est la propriété pour l'instant de Verstappen, alors que le troisième est à Hamilton. Il n'y a pas un pilote qui a au moins 2 secteurs, ni les 3. Pas de jaloux. Chacun un secteur, 27,5 le deuxième secteur, le temps à battre. Ah, il a du trafic en plus là. Il a levé le pied. Il a levé le pied. Là aussi, il faut espérer qu'il ait levé le pied, 8 dixièmes. Oui, il a moins perdu dans le deuxième secteur, mais pas impressionnant. Il va au bout de son tour tout de même. Et DRS activé pour aller prendre une 8e place en 1:18.466. C'est moche. C'est pas terrible. Il reste moins de 3 minutes dans cette séance. 9 dixièmes d'écart, il y a quasiment 1 seconde. C'est vrai que c'est pas... Ça n'est pas... Il y a peut-être 2 ou 3e de trafic, mais pas plus. Sébastien Vettel, beaucoup de corrections de volant à l'approche du virage numéro 1. Par contre, son dernier secteur était semblable à celui de Verstappen, donc il faut qu'il trouve. Donc non, il n'est pas chargé en essence. Il n'avait pas allumé ses pneus comme il fallait, il n'était pas dans la bonne fenêtre de température au début du tour. Dans le premier secteur, peut-être, oui. C'est loupé, là, Vettel à l'entrée du virage à droite, la rentrée avec l'arrière qui se dérobait. Il n'a pas été au point de corde. Pérez va tenter un deuxième tour parce que celui-là a été complètement loupé. Et il lui reste 2 minutes pour s'exécuter. Il a le temps, il est au ralenti, là, il refroidit sa gomme, il recharge ses batteries. Il fera mieux, je pense, dans les autres séances. Okay. Kubica 18e. Pour le double victorieux du Hungaroring, Sébastien Vettel. Je sais pas ce qu'il fout, Giovinazzi, il doit avoir un problème. 5 tours seulement. En rythme très court. Oui. Et Pérez qui s'élance à nouveau, mais Kubica devant lui, alors attention. Dernière minute de séance. Est-ce que Sergio Pérez sur un deuxième tour va pouvoir se rapprocher? Ce serait bien pour lui. Ouais, je pense aussi pour les cages. Il le faut. Charles Leclerc, les caractéristiques techniques de la Ferrari devraient permettre à Ferrari ici de bien se positionner. On le voit avec Sainz pour l'instant. Ouais. 4e, Leclerc à 2 dixièmes de Sainz. J'ai l'impression que cette Ferrari convient mieux à Sainz alors qu'il est le nouveau venu chez Ferrari. Pérez, aucune amélioration. Il est en hard aussi, Leclerc, attention. Il y a Ocon qui est sorti. Attention, Jacques. Ouais, il est moins rapide encore. Oui, il a levé le pied. Même. Ouais, puis il a levé le pied, de toute façon. Puis il doit être avec de l'essence. Leclerc va terminer sa séance. Bon, il y a 10 secondes restants dans cette séance. Il aura débuté en gomme dure, il aura terminé. Ils vont finir leur tour. Séance. Jacques, au
dernier Grand Prix, la différence de performance des deux Ferrari, qu'elles soient dans l'air propre de la tête de course ou dans l'air sale du peloton. Leclerc a pu maintenir un rythme, alors pas suffisant à 2 tours de l'arrivée pour le gagner ce Grand Prix, mais avait un certain rythme que ne pouvait pas avoir. Russell, ouais, il est seulement un dixième devant un petit fille. Assez déchargé. C'est un peu moins bien que d'habitude, effectivement. Après, voilà, c'est que les essais, encore une fois. Ça porte des difficultés. Donc, pas de quoi paniquer, je pense. Qui vient de le mentionner à la radio. C'est gomme, oui. Il réalise une belle séance, Carlos Sainz au volant de la Ferrari. Et Pierre Gasly également, hein, tout proche, un demi-dixième d'écart entre Sainz et Gasly. Et on voit qu'il fait chaud lorsqu'on regarde le visage de Verstappen. Mais il est prêt, il est revenu à 100% de sa forme, sa monoplace reconstruite. Ça doit être pas souffert de problèmes moteurs pendant 190, je crois, pour une course. Du meilleur temps en fin de séance. Stratégie décalée d'utilisation de la gomme rouge, plus tardivement dans la séance pour Verstappen. Et ce 17,555 qui le replace tout de suite. C'est important d'effacer la déception, la frustration et la douleur physique et morale du dernier Grand Prix. Une Red Bull parfaitement reconstruite, prête à aller à l'assaut de ce Hungaroring face aux Mercedes. Bottas et Hamilton à respectivement 6 centièmes. Sur ce, je vais vous laisser là pour cette séance numéro 1. Et je vous retrouve à 15h, un peu avant pour la séance numéro 2. Évidemment. Ah bah oui, pour les courses, il y a du monde, hein, c'est sûr. Bottas qui a vérifié ses points de freinage dans la voie des stands pour je vous invite à vous abonner à la chaîne de l'actu de F1 aussi. Le plus tardivement possible. C'est là qu'on traite de l'actu de la F1 tous les jours. Voilà le lien et à toutes pour la suite des événements. Et un coup d'environ 18 secondes. Bon appétit pour la traversée de cette voie des stands.